Salut et bienvenue à notre septième podcast sur le plan d'action climatique. Je suis Nina. Et je m'appelle Lauren. Et nous avons aujourd'hui deux invités avec nous, deux experts avec lesquels nous avons collaboré sur le plan d'action climatique. Vous pouvez vous présenter vous-même et nous dire comment concrètement vous avez travaillé sur le plan d'action climatique. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yevgeny Blufstein et je suis assistant-chef à l'Université de Fribourg, où j'enseigne la géographie humaine et j'ai travaillé sur différents sous-chapitres et aussi sur la structure globale et le message. Je m'appelle Beat Rinker. J'ai été secrétaire général de Denknetz jusqu'à l'année dernière. Denknetz est un groupe de réflexion qui critique la société en Suisse. J'ai aussi publié un rapport avec les questions climatiques et j'ai surtout travaillé sur ce chapitre, donc pouvoir, économie et politique. Merci beaucoup. Comme vous l'avez peut-être déjà compris, on va parler d'économie et de structure politique. Et nous allons d'abord poser quelques questions introductives et après parler de certains sujets et de certaines mesures plus en profondeur. Commençons par la première question. Pouvez-vous, en une phrase, résumer quel est de votre avis le plus grand problème de notre économie? Le problème central est que notre économie est motivée par le profit et la concurrence. Ces principes sont si forts que toutes les autres préoccupations sont oubliées. Je suis du même avis que Beat et j'ajouterais que le problème n'est pas seulement que notre système politique et économique dépend de la croissance économique, mais aussi que si cette croissance s'arrête, nous nous mettons dans une situation instable, autant politiquement qu'économiquement. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. C'est une des raisons pour laquelle nous n'avons pas encore mis en œuvre de mesures climatiques efficaces. Je dirais que nous sommes forcés, ou plutôt nous nous forçons les unes les autres de toujours continuer à croître. Tu abordes la croissance. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement nous découpler de la croissance des émissions des gaz à effet de serre? C'est une question de définition. Parles-tu de découpler absolument ou relativement? Car relativement, il y a déjà beaucoup d'exemples au niveau national. Beaucoup de pays sont en train de découper relativement leur croissance économique, c'est-à-dire que leur économie croît plus vite que leurs émissions. Il y a très peu d'exemples de découplement absolu où ils croient économiquement, mais les émissions descendent. Mais globalement, et dans le peu de temps que nous avons pour réduire nos émissions, il n'existe que des contre-exemples qui montrent qu'un découplage est impossible en si peu de temps. Je préfère le terme de société de gaspillage. L'énorme problème est que nous vivons dans une société poussée par l'économie qui a mis en marche un incroyable gaspillage que nous devons arrêter. Si on parle de croissance, nous devons définir quelle croissance. Il ne s'agit pas d'arrêter la croissance, mais d'arrêter cet énorme gaspillage, d'arrêter de s'acheter un nouveau téléphone tous les 3 ans et de jeter toutes les voitures tous les 6 ans. Voitures qui sont déjà extrêmement efficientes et restent inutilisées 23 heures par jour en prenant de la place. C'est ces gaspillages et inefficiences que nous devons éliminer.
Ceci peut uniquement fonctionner si le profit n'est pas le critère central. Nous avons besoin d'une société où les critères de durabilité sont plus importants que le profit. Je crois qu'il est impossible de duper le critère du profit, cette idée que quelques trucs et astuces suffisent pour internaliser les buts climatiques dans l'économie. Jusqu'à présent, ceci s'est révélé être une illusion totale. Nous avons beaucoup parlé de croissance économique. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est une économie de décroissance et nous expliquer pourquoi c'est important pour avoir des émissions neutres d'ici 2030? J'argumenterai à nouveau avec le découplement. Une société qui n'est pas dépendante de croissance économique et qui est politiquement et économiquement stable peut beaucoup plus facilement réduire ses émissions. C'est une question de temps. Si nous nous mettons d'accord sur le point que si nous nous mettons d'accord, sur le point que nous n'en avons pas beaucoup, il est beaucoup plus facile de surmonter ce défi. Plus nous pouvons réduire nos émissions sans croître économiquement, moins nous aurons à décroître dans le futur. Et ceci est un aspect d'une société de décroissance, pour moi. Pour moi, il est central que l'économie soit à nouveau intégrée dans la société et contrôlée démocratiquement. Quelques exemples. En Suisse, dans quelques années, il nous manquera 56 000 soignants et soignantes et des dizaines de milliers de professionnels pour la transition énergétique et pour la rénovation et la transformation des bâtiments. En tant que société, nous devons intervenir et, par exemple, avec un grand programme de rééducation, présenter des alternatives aux personnes qui remarquent que leur travail est mis en danger par la crise climatique ou la crise sanitaire. Par exemple, des personnes travaillant dans le secteur aérien qui peut-être ne veulent plus travailler dans cette branche ont besoin d'une alternative et de perspectives qui les amènent vers une politique climatique telle que nous la voulons. Ce sont les nombreux projets concrets, bien sûr qu'il nous en faut encore beaucoup plus, qui nous aident à transitionner paisiblement. Ceci ne fonctionne que si nous étendons et renforçons la démocratie. Tu penses qu'il est impossible de surmonter la crise climatique avec notre système politique, que nous avons besoin d'un changement politique? Nous avons besoin d'un changement qui a déjà commencé maintenant. Durant la crise sanitaire, on a remarqué que nous avons besoin de puissants moyens communs pour pouvoir surmonter les crises, comme par exemple ceux que nous appelons traditionnellement l'État. Nous avons besoin d'un système de santé fort pour pouvoir réagir à de telles crises. Si les crises se multiplient, ce qui est déjà quasiment certain, ces expériences vont se multiplier et nous allons devoir atteindre un remaniement de notre société grâce à ces dernières. Par exemple, pour revenir sur la crise sanitaire, l'industrie pharmaceutique ne peut pas continuer à se baser uniquement sur le profit et doit répondre aux besoins de la société. Ceci est vrai pour l'approvisionnement en énergie, la mobilité, etc. Des critères climatiques doivent jouer un rôle central partout. Nous avons une chance uniquement si cette transition réussit. La démocratie doit être étendue, diriger l'économie. Nous avons besoin de mouvements démocratiques tels que la grève du climat pour établir la pression nécessaire, des mouvements qui s'organisent démocratiquement et qui peuvent mettre la pression globalement. Et moi, j'ajouterais encore que cette démocratie que nous avons actuellement en Suisse, ou aussi dans beaucoup d'autres pays, est une démocratie qu'on peut appeler conforme au marché.
Nous avons remarqué avec les crises sanitaires et climatiques qu'une société ne peut plus être conforme au marché pour continuer à être démocratique. Elle doit s'émanciper des contraintes basées sur le marché et la finance pour faire ce que nous voulons faire depuis longtemps en tant que société démocratique. Euh, Continuons avec la première question qui cible concrètement sur une mesure. La mesure 9.3. Dans cette mesure, un raccourcissement du temps de travail est proposé. Il s'agit de travailler 24 heures par semaine, réparties sur 4 jours jusqu'à 2030. Mais aujourd'hui, notre société est fortement basée sur la prestation. Comment pouvons-nous amener ces changements dans notre société fondée sur le rendement individuel? Je vais répondre à cette question avec un exemple personnel. Si quelqu'un me proposait de travailler 24 heures par semaine, je refuserais parce que mon contrat est à durée déterminée. Il n'y a que peu de contrats à durée indéterminée à l'université, et je ne sais pas ce qui arriverait après. Je dois travailler autant que je peux maintenant parce que je dois sécuriser mon avenir jusqu'à ce que je trouve un emploi stable. Donc, si on me proposait de travailler à temps partiel, il faudrait que cette institution ou l'État me garantisse que cet emploi va me sécuriser mon futur, que je n'ai pas de soucis à me faire ni pour mon salaire ni pour mon avenir. Donc, et pas seulement pour moi, il faut que les emplois à temps partiel sécurisent l'avenir. Ce que nous ne pouvons actuellement pas garantir à la plupart des gens. Seulement dans ce cas, ils vont pouvoir accepter cette proposition. Nous devons réaliser que nous n'en sommes pas encore là. Quel serait l'impact de ces mesures sur le climat? Je suis d'accord que le temps de travail doit faire partie de la politique avec laquelle l'existence de tout le monde est sécurisée. Il y a différentes manières d'introduire ceci. Par exemple, un congé de maternité et de paternité sérieux. Aussi, l'option pour toutes les personnes de ne pas avoir à travailler durant quelques années pendant leur période de travail, pour avoir l'occasion de continuer sa formation, d'étudier de nouvelles choses, de faire ce que l'on veut. Une liberté qui s'ensuivrait, que la plupart des personnes accepteraient. Nous pourrions aussi apprendre à vivre plus en accord avec notre climat durant cette période. Il est important de lier le raccourcissement du temps de travail avec d'autres mesures. Si nous ne le faisons pas, cette mesure reste isolée et restreinte par des limitations sociales telles que Yevgeny les a nommées, et aussi par des aspects climatiques, car nous ne savons pas ce qui va se passer. Par exemple, la consommation pourrait croître, ce que nous ne voulons pas. Il ne suffit pas d'imposer le temps partiel tel que les personnes ont encore plus de temps pour consommer. Ceci ne serait pas compatible avec les buts climatiques. Le temps libéré devra donc être utilisé de façon différente, pas avec un style de vie de consommation et de gaspillage, mais en faisant des choses utiles pour la société, comme Beat l'a dit.
Encore un exemple pour illustrer ce lien. Il y a cette approche d'une agriculture solidaire que les personnes aident à cultiver, à désherber et à récolter des légumes. On pourrait proposer que les personnes soustraient de leur temps de travail le temps qu'ils investissent dans ces projets. Ceci aiderait à intégrer les personnes dans une agriculture durable et leur permettrait de faire de nouvelles expériences en rapport avec comment concevoir nos vies pour que notre société ait un avenir. Continuons avec la prochaine mesure. Il s'agit de remplacer des sociétés par actions et sociétés de capitaux par des coopératives et des fondations. Pouvez-vous nommer un exemple d'une organisation qui l'a déjà appliqué avec succès? Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, en Suisse, la WOZ, qui l'a mis en œuvre avec succès depuis des années. Il y a aussi une grande entreprise avec des dizaines de milliers d'employés qui est organisée comme une coopérative. Je pense qu'au-delà de créer des coopératives, il est important de voir comment elles sont incorporées avec les buts de la société entière. Les coopératives doivent être libérées de la pression de la concurrence et du profit. Tant que ceci n'a pas changé, chaque essai à petite échelle d'aller dans cette direction va échouer. Il serait important d'inclure dans le cadre d'un service public, par exemple dans les soins et la garde, les expériences du Buurtzorg en Hollande, des groupes très autonomes qui fournissent de l'assistance médicale. On les encadre en leur sécurisant leurs revenus et de bonnes conditions de travail. La coopération avec ce groupe Buurtzorg est couronnée de succès. C'est une réussite qui montre comment nous pourrions aller de l'avant. Mais encore une fois, pour que ces coopératives fonctionnent, il est impératif que la pression de la concurrence et du profit soit remplacée par la coopération et l'entraide. Alors, nous pourrions aussi revoir comment nous mesurons le succès d'une organisation, ce qui est revendiqué dans la mesure 9.6. Il s'agit de remplacer le PIB par un indice de durabilité SDI. Comment fonctionne cet indice? Maintenant, je vais vous parler des deux indices. Jason Hickel a proposé de passer du HDI, Human Development Index, au SDI, Sustainable Development Index. Pour Jason Hickel, le HDI est insuffisant pour mesurer la durabilité car les émissions et l'utilisation des matériaux ne sont pas prises en compte. Uniquement les aspects d'espérance de vie, formation et revenus jouent un rôle. Jason Hickel a proposé d'y ajouter les deux autres indicateurs, et ce sont les émissions de CO2 et l'utilisation des matériaux. Avec ces deux indicateurs, nous pouvons avec ces deux indicateurs, nous pouvons mesurer et représenter l'empreinte de la façon de vivre d'une société. La Suisse n'est soudainement plus très haute dans le classement, alors qu'elle est dans le top 5 du HDI, si je m'en souviens bien. Elle atterrit tout en bas au SDI parce que l'empreinte de la consommation est si grande.
Donc, si je le comprends bien, cet indice évaluerait un pays entier? Il existe aussi l'indice du bien commun, qui évalue une seule entreprise ou une seule commune. Est-ce que vous voyez un lien entre ces différents indices? Je dois avouer que je ne connais pas l'indice du bien commun, mais peut-être que Beat peut en dire plus. Mais en tout cas, en principe, nous avons besoin d'un mélange d'un indice évaluant sur un niveau national, mais aussi sur un niveau individuel. L'indice que nous critiquons fortement est le PIB, qui nous amène à des exemples absurdes. Par exemple, que le PIB monte si tu te casses la jambe et dois aller à l'hôpital, car ça crée des coûts. C'est absurde. Un autre exemple, nous polluons la terre, il faut de l'argent pour la nettoyer. Ça monte le PIB aussi. Le PIB ne mesure pas ce dont nous avons besoin, mais seulement comment l'argent circule. Et, et c'est donc aussi orienté vers le profit. Les autres indices tels que le STI ont d'autres critères pour évaluer l'état d'un pays. L'idée que tu évoques, Laurence, est de lier ceci avec l'évaluation de l'entreprise individuelle. C'est très bien. C'est ce que nous devons développer pour obtenir le moyen de diriger ces entreprises. Nous avons beaucoup parlé du SDI. Est-ce que la Suisse peut l'introduire sans qu'il ait été reconnu internationalement? Est-ce que ça sert à quelque chose si la Suisse le fait seule? Nous pouvons utiliser plusieurs indices en même temps. Décider de supprimer le PIB ne serait pas si simple, mais la Suisse peut tout de même introduire, calculer ou aussi discuter du SDI. On peut le lier à des buts politiques, évaluer des services publics et des entreprises individuellement et obtenir la possibilité de les diriger. Ceci est possible sans problème. La Suisse peut l'introduire et encore mieux participer à des coopérations internationales. Il y a des approches similaires dans différents pays. Il faudrait en discuter dans des conférences multinationales et travailler ensemble pour arriver à un standard international. Ça ne peut pas durer des siècles. Nous devons progresser dans les prochaines années. J'aimerais bien aussi vous rappeler que le PIB et n'importe quel autre indice n'est pas un objectif en soi. Le PIB est un moyen d'atteindre un objectif qui est censé permettre au gouvernement de voir s'ils arrivent à faire ce qu'il faut pour que la société soit stable sur le plan social et économique. Quand le PIB croît, c'est un objectif politique qui est atteint. Les gouvernements, et le gouvernement suisse aussi, ont la certitude que la stabilité est assurée concernant le marché financier, l'économie, le marché du travail, et ainsi de suite. Cela veut dire que si on veut tourner le dos au PIB et passer donc du HTI au STI, il faudra remplir d'autres conditions, comme j'ai déjà mentionné tout d'abord. Il faut passer d'une démocratie conforme au marché vers une démocratie qui s'en émancipe. Et sans cette transition, la discussion sur les nouveaux indices, elle n'a pas de sens. Continuons avec la mesure 9.8.
qui propose une nouvelle conception de la propriété. La propriété privée ne peut exister que si elle ne nuit pas à l'environnement. Quelles seraient les limites de ce concept? Il s'ensuit par exemple que les véhicules au combustible fossiles pourraient être utilisés seulement pour les transports publics, c'est vrai? Pour répondre, permettez-moi de proposer un exemple concret et très facile de visualiser. Si nous voulons aboutir à un approvisionnement énergétique durable, il faudra miser, entre autres, sur le solaire. Et puis, ce n'est pas acceptable que l'espace sous le soleil soit privé. Il faut tout faire pour maximiser la production d'énergie solaire. Donc, il faut que les propriétaires immobiliers soient obligés de permettre l'installation de panneaux solaires sur leur toit, sauf en cas de dérogation particulière, si le bâtiment appartient au patrimoine suisse, par exemple. Et il ne faut pas juste permettre l'installation de panneaux solaires, l'installation doit avoir lieu même sur les bâtiments privés. Ça doit vraiment avoir lieu. Et c'est ça la limite de la propriété privée. C'était un exemple concret que j'ai donné. Dans l'économie, dans son ensemble, il faut suivre cette approche avec des critères précis et concrets. Tous les produits et tous les services doivent être soumis régulièrement à un examen de durabilité climatique. Et pour la mise en œuvre, ce seraient idéalement les entreprises et les équipes dans les entreprises qui s'engagent. Comme ça, ces mesures ne seraient pas imposées de l'extérieur, mais feraient partie intégrante de l'entreprise. Et pour tous les produits et services, il faut miser sur les approches les plus écologiques, les plus respectueuses du climat et dépasser toutes les autres approches. Un exemple concret du domaine de la production alimentaire, c'est absurde qu'on vende des légumes bio à un prix plus élevé que les autres légumes. Ce devrait être l'inverse. Le standard devrait être bio. Ça devrait impliquer non seulement la production biologique, mais aussi que d'autres critères de durabilité, transport, etc. soient remplis. Ça devrait être la norme. Tout le reste, pour autant qu'il soit autorisé sur le marché, devrait être marqué comme non conforme. Donc la salade bio serait la norme et la salade traitée avec de la chimie ne le serait pas. C'est dans ce sens qu'il faut aller. Il y aura des contextes où la liberté de faire ce que l'on veut, la liberté du marché sera forcément restreinte. À ce point, j'aimerais bien souligner aussi qu'il faudrait en finir avec les droits à la destruction de l'environnement et aux émissions dues à un choix de mode de vie. Il y a certains besoins auxquels il faut subvenir, et puis il y a des activités que nous poursuivons parce qu'elles permettent une vie en surabondance, et c'est là qu'il faut poser des limites. Au départ, vous m'avez demandé où il faut poser les limites et comment, et je crois qu'on pourrait essayer comme ça. Pas, pas toutes les émissions sont nécessaires. Certaines sont générées pour vivre en surabondance, mais d'autres pour les besoins de base. Pour rebondir là-dessus, la question n'est pas ce qui est encore permis dans le secteur privé, mais plutôt qu'il faut élargir massivement le contrôle démocratique et la prise de décision publique sur les services publics et les entreprises. Par exemple, la Poste pourrait servir de base pour un Amazon vert. La Poste pourrait se connecter avec les plateformes de vente et offrir un service de distribution énorme. Elle pourrait faciliter la distribution des produits écologiques et de meilleure qualité avec des conditions de distribution favorables. Et ces conditions seraient établies sur base démocratique. C'est un exemple de la manière dont on pourrait développer et démocratiser les services publics pour créer une société durable. De l'autre côté, il faut graduellement éliminer les produits des autres plateformes qui ne répondent pas aux critères de durabilité. Un autre exemple,
Si c'est possible de produire des portables qui durent 10 ans avec des pièces de rechange, ça devrait devenir la norme. Et les autres produits doivent être retirés graduellement. Et tous les producteurs de portables doivent ou devraient se conformer à ces normes. La mesure 9.9 aborde le sujet financement des projets de protection climatique. Un impôt sur la fortune serait introduit pour les ménages avec un grand patrimoine. Mais ce ne serait pas possible de taxer non pas le patrimoine, mais les actions nuisibles, seulement le principe de pollueur-payeur. Oui, c'est évidemment possible, mais je veux d'abord plaider pour la taxation des riches, donc un impôt sur les grandes fortunes. C'est facile à mettre en œuvre et ne requiert pas des calculs complexes. Pour savoir, par exemple, qui a contribué combien à quelle pollution, à quel point est-ce que cette personne est responsable des dommages à l'environnement. On n'aboutit même pas toujours à un résultat très fiable avec ces calculs. Et l'impôt sur la fortune est une très bonne forme de taxation parce que c'est un fait avéré que les riches contribuent beaucoup plus à la dégradation de la planète avec leur consommation. Donc c'est un bon point d'attaque. Il faut avoir les ressources, il faut créer un changement de mentalité dans la société pour que nous puissions faire ce qu'il faut faire, même si ça coûte quelque chose. Et évidemment, il y a d'autres possibilités aussi, comme une taxe initiative sur le climat ou sur le CO2, donc un système de bonus écologique ou climatique qui reviennent aux gens. On pourrait par exemple taxer l'essence avec une taxe de 2 francs, disons, par litre d'essence. Les revenus seraient redistribués régulièrement à tout le monde. Ça pourrait marcher aussi au niveau des entreprises. Les entreprises qui doivent utiliser des sources d'énergie fossiles seraient obligées à payer une contribution. Donc, ceux qui ne prendraient plus la voiture ou qui choisiraient au moins une autre source d'énergie en profiteraient en fin d'année. Donc, celles et ceux qui ont des grosses voitures polluantes comme des VUS paieraient. On pourrait faire la même chose pour la viande et les billets d'avion. Dans certains cas, la taxe incitative sur le CO2 les taxe déjà. Il faut aller plus loin et créer des incitatifs avec les taxations. Et puis, il y a la question des profits. Là, je vois une grande difficulté. C'est un gros morceau. Prenons tous les systèmes autour de l'échange de droits d'émission, par exemple. On bricole depuis les années 2000, mais ils n'ont eu presque aucun impact. En Europe, il y avait une phase courte où les entreprises achetaient des droits d'émission pour le CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Je ne sais pas si c'est toujours mesuré à base de CO2, mais en tout cas, puis on réduit le nombre de droits disponibles et ça fait augmenter le prix. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de différentes manières de contourner le système. C'est ce qui s'est passé. Et c'est difficile de façonner un tel système de manière efficace. Et quand ça devient efficace, on voit qu'il y a une spéculation énorme. Et quand les droits d'émission deviennent vraiment une entrave aux entreprises, il y a des entreprises qui découvrent comment réaliser des profits. Un exemple en Suisse, c'est l'ONSA. L'ONSA a développé une ligne de production très nuisible au climat, avec l'émission d'une substance qui fait beaucoup plus de dégâts que le CO2. Mais quand ils s'en sont rendus compte, au lieu de mettre fin aux émissions le plus rapidement possible, ils ont commencé à négocier avec la Confédération pour maximiser leurs profits, juste pour avoir des compensations. C'est horrible, non? Au lieu d'agir tout de suite, ils l'ont fait traîner en longueur et maintenant il semble que l'ONSA pourrait gagner 20 à 30 millions à la fin de cette histoire. C'est juste mauvais. Ça compromet même la production de l'environnement et du climat dans la tête des gens. Les Verts ont juste inventé des moyens de nous arnaquer. C'est ce que la droite va vouloir nous faire croire.
et ce ne nous sera pas utile. Mais je crois que des taxes incitatives simples, claires, faciles à mettre en œuvre sont l'outil le plus efficace. Je voudrais juste ajouter à ce stade que j'ai un problème avec le principe du pollueur-payeur. Ce principe suggère qu'on peut se dérober à sa responsabilité quand on pollue si on paye le bon prix. Mais qui est-ce qui fixe ce bon prix? Normalement, il n'est pas fixé sur la base de considérations scientifiques, mais sur la base de négociations politiques. Alors, la destruction de l'environnement aura désormais un prix, ce qui nous apportera des nouveaux problèmes, probablement sans résoudre ceux que nous avons déjà. Pour conclure, je veux poser une question plus générale, qui m'est venue à l'esprit quand j'ai préparé l'épisode précédent sur la mobilité. Dans les dernières années, il y a eu plusieurs votations sur les trajets, sur les sujets traités par le CAP, et les mesures ont échoué en votation populaire. Par exemple, le troisième bassin portuaire à Bâle a reçu l'aval de la population, mais selon le CAP, aucun élargissement ne devrait avoir lieu. Est-ce qu'il y a des chances que les mesures qui ont été rejetées puissent être quand même réalisées? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question centrale. Comment pouvons-nous faire en sorte que les mesures nécessaires soient acceptées par la politique et la société, par la voie démocratique? Et une partie importante de la réponse, c'est que c'est très important d'avoir un mouvement fort pour le climat. La démocratie ne vit pas exclusivement des décisions formelles, mais aussi de l'engagement des gens, de la manière dont ils abordent les problèmes et se conscientisent. Et le mouvement de la grève du climat est un excellent exemple, qui d'ailleurs ne devrait pas rester juste un exemple, mais qu'il faut être poursuivi. Il faut que le mouvement se développe à tous les niveaux et forme des alliances avec toutes sortes de mouvements différents. C'est une force importante qui a un grand impact sur les décisions qui sont prises par la suite derrière les coulisses. La première version de la loi sur le CO2 proposée avant la grève du climat était tellement faible que c'était absurde et personne ne pouvait voter en faveur. Maintenant, nous avons une version qui n'est pas suffisante, mais qui rend possible un premier pas, au moins. Donc, la grève du climat change le cadre de certaines votations concrètes. C'est, ça, c'est un côté de la médaille. Il faut des mouvements démocratiques forts. Et l'autre, c'est que nous devons trouver des solutions qui respectent les besoins de la grande majorité de la société. Par exemple, le besoin élémentaire d'une existence assurée. C'est fondamental. Parce que si les opposants, donc si la droite réussit et fait croire qu'on peut avoir ou la protection de l'environnement propagée par quelques privilégiés ou des conditions de vie dignes, le risque de perdre est très grand. Donc, il faut créer des solutions qui correspondent aux postulats de la justice climatique, en Suisse aussi bien qu'à l'international. Je souscris à tout ce que tu as dit. Mon espoir vient moins des parlements et plutôt des mouvements sociaux. Nous avons vu que ce qui s'est passé au cours de ces derniers 30 à 40 ans, dans les parlements, il y avait beaucoup de démarches symboliques et la mise en œuvre d'une politique climatique concrète n'était que possible quand il y avait la pression de la rue.
Il faut faire beaucoup plus. Et la grève du climat et tous les autres mouvements climatiques dans le monde ne sont que le début. Sans elles et sans eux, on n'y arrivera pas. Pardon. Et ils doivent aller beaucoup plus loin pour que nous puissions en finir avec les démarches symboliques qui nous ont accompagnés tout au long de ces derniers 30 à 40 ans, qui a abouti à très peu de concret. Quelles propositions faut-il développer? Je vais illustrer mon propos avec un autre exemple. Il y a la grève pour l'avenir qui est censée avoir lieu très bientôt. Je souhaite la meilleure réalisation possible pour ce projet, malgré la pandémie qui continue. Mais je trouve, en tout cas, l'idée, c'est excellent. L'idée, c'est d'intégrer autant de personnes que possible et de créer une grève pour l'avenir. Ce n'est pas une grève contre le réchauffement climatique, mais une grève qui devrait comprendre tous les éléments d'une vie digne d'être vécue à l'avenir. Un point concret qui, je l'espère, sera apporté dans le cadre de cette grève est de mettre en place une sortie écologique de la crise du coronavirus. Comment pouvons-nous sortir de cette crise et revenir à une société qui est active et qui fonctionne à tous les niveaux et en même temps avancer avec la politique climatique? Ça ne peut pas comporter le rétablissement du niveau de trafic aérien qu'on a connu avant la crise. Ce serait inacceptable. Mais il ne faut en aucun cas oublier les personnes qui travaillent dans ces secteurs, dans l'aviation, mais aussi dans les hôtels et le tourisme. Il serait opportun que la Confédération offre des bourses spéciales aux personnes qui doivent suivre une reconversion professionnelle et qui ont peut-être déjà une famille, qui ne peuvent pas survivre avec 500 francs par mois. Il faut garantir qu'ils pourront arriver à la fin du mois et offrir des formations pour la reconversion. Il y a un besoin criant de cette force de travail. 65 000 soignants qui vont manquer dans les années qui viennent. Et on a également besoin de plus de personnes pour la garde d'enfants. Donc, nous aurons besoin de beaucoup de professionnels dans la durabilité aussi pour moderniser les bâtiments, remplacer les chauffages, installer l'isolation, assurer et concevoir le nouvel approvisionnement énergétique en collaboration avec les communes pour créer des solutions partagées. Nous avons besoin de beaucoup de spécialistes, c'est clair. Donc, il faut créer des places de formation, puis aussi le travail correspondant. Nous devons investir pour pouvoir assurer le soutien et les soins nécessaires à tous et à toutes celles et ceux qui en ont besoin. Il faut investir dans la transformation énergétique du parc immobilier et puis dans l'approvisionnement énergétique qui est particulièrement important en Suisse d'ailleurs. Puis il y a la mobilité, le développement des transports publics et des systèmes de partage de véhicules pour qu'on puisse en finir avec un système basé sur la possession d'un véhicule individuel. C'est la clé de la création d'un système de mobilité durable. Ce ne peut pas être l'avenir. Ça ne peut qu'être l'avenir, pardon. Sinon, nous restons dans une logique de gaspillage. Même si ces voitures ont un moteur électrique, en fin de compte, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut un autre régime pour la mobilité. Il faut un régime avec un plus grand rôle pour le service public, plus de postes de travail, plus de vélos. Il faut une certaine offre de voitures partagées. C'est un ensemble de mesures. Les places de formation, les postes de travail, c'est ce qui compte. Il faut donner du travail intéressant, du travail qui a un avenir. Comme ça, on gagne les gens pour nous. Comme ça, on peut les convaincre de participer à la transformation écologique. Si les gens l'oublient ou si la logique est celle de vouloir payer le prix de la transformation écologique, c'est de l'achat des droits d'émission qui sont marchandés par les entreprises, par les banques, par les nouvelles institutions financières pour créer des nouveaux profits. On va perdre les gens. Et dans une certaine mesure, c'est juste quand les gens disent quel intérêt ai-je à y participer? Je vais juste être encore plus gros. Donc, comme ça, avec cette approche-là, nous
nous n'aboutirons pas aux résultats souhaités. Nous n'avancerons pas. Avant de venir à la fin, vous avez quelque chose à dire à celles et à ceux qui nous écoutent? Avez-vous un appel aux auditeurs et aux auditrices? Oui, j'appellerai à ce que j'appellerai la démocratie climatique. Ça veut dire qu'autant de personnes que possible devraient participer autant que possible au processus démocratique, participer à la grève du climat en mai si vous pouvez, mais aussi il faut de l'endurance, ne perdez pas courage. Oui, nous avons peu de temps, mais même si nous ne réussissons pas à introduire les mesures nécessaires dans les temps nécessaires, les enjeux ne vont pas juste disparaître. Au contraire, leur importance sera accentuée. Donc, c'est d'autant plus important qu'autant de personnes que possible intègrent un engagement politique pour le climat, l'environnement et le social dans leur vie à long terme. Oui, oui, Beat a déjà bien résumé ce que je voulais dire et j'ai rien ajouté. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cet épisode. Merci beaucoup à Eugénie et Béate pour cette discussion intéressante. Et merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Si vous avez des commentaires ou retours, vous pouvez toujours écrire à cap@climatestrike.ch. Et on se voit dans 2 semaines pour le prochain épisode.